Alors, Anton Tchekhov est un auteur qui est mort jeune. Il n'a vécu que 44 ans et donc une vie brève, et durant laquelle on assiste à une extraordinaire floraison de la littérature russe. Là, vraiment, il y a une concentration de génie littéraire, puisque nous sommes à l'époque de Proust, de Dostoïevski, de Tolstoï, de Gogol, Gorky, et nous sommes très peu de temps après Pouchkine, Tourgueniev, et j'en oublie peut-être d'autres. Donc là, on a vraiment en très peu de temps, puisque les dates de Tchekhov, c'est 1860, 1904. Donc on est à la charnière 19e, 20e, alors que se préparent en Russie déjà tous les soubresauts de la Révolution. Alors, quelques éléments rapides sur sa vie. Il naît en Crimée, et son père est fils de serf, puisqu'il faut se rappeler que le servage a été aboli en 1861 seulement, c'est-à-dire un an après la naissance d'Anton Tchekhov. Son père est assez tyrannique et lui-même raconte qu'il va le détourner définitivement de la religion en l'obligeant à chanter tous les soirs à l'église. Donc c'est un père tyrannique et assez haut en couleur. La famille Tchekhov déménage en catastrophe en 1876 pour Moscou, où son père échappe in extremis à la prison pour dette, et le jeune Anton reste en Crimée pour terminer ses études. Alors, de 1879 à 1884, en fait, il fait des études de médecine. Étudiant en médecine, et il commence à écrire des nouvelles, souvent des nouvelles très courtes, souvent comiques, qu'il publie dans les journaux. Et en 1884, donc il a 24 ans, il commence à exercer en tant que médecin. Le problème, c'est que très vite, la tuberculose va le rattraper, et ça va évidemment modifier un peu sa trajectoire professionnelle. En 1888, il publie des nouvelles qui connaissent un grand succès. Il reçoit même pour ces nouvelles le prix Pouchkine, qui est un prix prestigieux. En 1889, son frère Nicolas meurt, lui, de tuberculose. Et là, c'est vraiment un tournant important dans la vie d'Anton, puisque à partir de là, il va écrire des œuvres plus longues, plus mélancoliques, comme Une banale histoire ou Le duel. Ce sont des pièces empreintes de cette nostalgie qu'on va retrouver aussi dans La Mouette. En 1890, c'est un fait important, il entreprend un voyage à l'île de Sakhaline, qui est là où se trouve le fameux et terrible bagne. Et il va se livrer à une véritable enquête sociologique et médicale, et il rédige un récit qui peut être considéré comme le premier exemple de la littérature sur les camps de concentration, les goulags, qui vont venir plus tard. Et il publie un récit qui s'appelle L'île de Sakhaline, qui sera publié en 1893, un récit absolument terrifiant, parce qu'il est extrêmement réaliste et il se veut d'une objectivité rigoureuse. Et ça va faire bouger les choses, puisque à la suite de cette publication, les châtiments corporels, par exemple, seront interdits dans le bagne de Sakhaline. Des écoles seront créées et la condition des détenus sera un tout petit peu adoucie.
Et donc, en ce sens, on peut considérer cette œuvre de Tchekhov un peu comme celle d'Albert Londres, toute proportion gardée, le journaliste Albert Londres, dont le reportage aussi fit à son époque fermer le bagne de Cayenne. C'est-à-dire là, on a un rôle politique vraiment de Tchekhov important. En 1892, il achète une propriété aux environs de Moscou où il est heureux au contact de la nature et il se fait construire une petite maisonnette au fond du jardin pour être tranquille, pour s'éloigner de tous les visiteurs inopportuns et écrire ses œuvres. Et en 1896, il publie la pièce de théâtre La Mouette. Évidemment, on y reviendra. En 1897, il doit renoncer à exercer la médecine et pour des raisons de santé, et il écrit Oncle Vania, qui est une de ses pièces aussi très célèbres, qui sera créée en 1899. En 1898, il achète une maison à Yalta, en Crimée, dont le climat plus doux lui convient mieux, et Moscou, quand même, lui manque. C'est alors qu'il rencontre l'actrice Olga Knipper, qui deviendra son épouse. Et ensuite, sa production va se continuer à s'accélérer un petit peu. En 1899, il publie La Dame au petit chien, qui est une nouvelle. Et puis, 1901, Les Trois Sœurs, grande pièce de théâtre, Les Trois Sœurs. Et en parallèle, il continue à publier des nouvelles. Et en 1904, donc l'année de sa mort, c'est La Cerisée. Donc vous avez les grandes pièces, souvent mises en scène, qui se succèdent, La Mouette, Les Trois Sœurs, Oncle Vania, La Cerisée, et La Cerisée qui remporte un véritable triomphe. Il a le temps d'y assister et il mourra quelques jours plus tard, après la première représentation de La Cerisée. Alors, du style de Tchekhov, que dit-on en général? Il y a beaucoup d'interprétations, évidemment, des pièces de Tchekhov. On dit que c'est un style lucide, la lucidité, le refus de toute illusion sur l'homme, sur la société, sur la religion. Lucidité, mais comme c'est aussi un scientifique, il croit au progrès, à l'évolutionnisme. C'est un lecteur enthousiaste de Darwin. Et donc, sans être scientiste, il croit que quand même il y aura un progrès, inexorablement, de l'humanité, même si ce progrès et le bonheur peut-être qui touchera l'humanité ne va pas se faire du jour au lendemain. Il sera peut-être lointain, mais quand même, il n'est pas d'un pessimisme noir total. Il refuse tout engagement politique en tant qu'écrivain, puisqu'il n'a pas d'affinité avec les révolutionnaires de l'époque, ni avec le pouvoir d'ailleurs. Ça ne signifie pas qu'il manque de courage, on le voit avec ce qu'il a fait pour le bagne de Sakhaline, mais aussi parce que, par exemple, en 1902, il va démissionner de l'Académie quand le tsar annule l'élection de son ami Gorky pour des motifs politiques. Donc il sait de temps en temps prendre des positions aussi de refus, de résistance politique, mais il n'est pas un engagé politique comme par exemple peut l'être Dostoïevski. De ce point de vue, ils sont différents. Donc bien sûr dans ses œuvres on va trouver un certain désenchantement, une certaine mélancolie, mais ce n'est pas du désespoir, même si on va trouver quand même des personnages assez désespérés dans ses pièces. Il croit quand même en un bonheur futur. Et bon, vous connaissez sûrement les pièces comme La Cerisée ou les Trois Sœurs. C'est vrai qu'il y a cette nostalgie slave, on va dire, mais il y a toujours quand même
une espérance. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Alors, la mouette, c'est, d'après le sous-titre, enfin pas le sous-titre, mais disons l'appellation qui est souvent marquée en dessous, c'est une comédie. Alors c'est peut-être pas forcément exactement le standard de ce qu'on appellerait nous une comédie, on va le voir, mais Tchekhov va écrire une comédie en 4 actes qui a été jouée pour la première fois en octobre 1896 au théâtre de Saint-Pétersbourg. Et la première représentation donc à Saint-Pétersbourg a été un échec cuisant, puisqu'on raconte que celle qui passait pour la plus grande comédienne russe de son temps et qui jouait un des rôles principaux fut tellement intimidée par l'hostilité du public qu'elle en a perdu la voix. Hein, c'est dire si le public, pendant la pièce, s'est manifesté, hein, comme on le voit chez nous aussi, hein, à l'opéra, on n'attend pas la fin de la pièce pour siffler, en pleine représentation, on s'exprime. Hein, donc c'est ce qui s'est passé lors de la première représentation. Et Tchekhov ne fut pas surpris, puisqu'il écrivit « J'écris ma pièce non sans plaisir, même si je vais à l'encontre de toutes les lois dramaturgiques. » Et on verra en quoi la mouette représente vraiment un renouveau, hein, ou quelque chose de totalement en rupture avec l'art dramaturgique traditionnel. Et donc il faut attendre la reprise de la pièce au Théâtre d'Art de Moscou, cette fois, en 1898, pour que le public lui fasse un accueil triomphal. Alors là, cette fois, on passe la critique acerbe au triomphe. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est l'une des pièces les plus connues, hein, de l'écrivain, avec les trois sœurs, Oncle Vania, la Cerisée, qui sont extrêmement souvent mises en scène. Alors la mouette est aussi une pièce, je reviendrai, nourrie, inspirée de nombreux éléments autobiographiques, hein, même s'il y a d'autres sources d'inspiration. Et c'est pourquoi les proches de Tchekhov n'étaient pas forcément très enthousiastes, hein, à la vue de cette pièce, puisqu'ils s'y reconnaissaient, ou ils y reconnaissaient des personnages réels, et ça pouvait, disons, être un peu gênant. Voilà. Alors, il y a 10 personnages, hein, dans la pièce, mais on va se concentrer sur les 4 personnages principaux, et je vais surtout pas vous raconter la pièce. Bon, des choix comme ça selon les œuvres, des fois je raconte, des fois je raconte pas, mais là franchement je vais vous laisser la découvrir ou la redécouvrir après, et j'ai fait le choix plutôt donner quelques clés, hein, qui ne sont pas exhaustives, mais de compréhension, d'interprétation, parce que c'est vrai qu'on peut aussi facilement, rapidement passer peut-être à côté d'un certain nombre de messages très, très profonds, très beaux, je pense, de l'auteur. Alors, 4 personnages principaux, je vous ai marqué les noms là. Alors, il y a plusieurs écritures possibles, hein, puisque selon les traductions, on va trouver des écritures différentes, c'est pas un problème. On a une sorte de quatuor, hein, qui se détache, constitué de 2 couples, entre guillemets. On a l'actrice Arkadina, on a un auteur littéraire qui s'appelle Trigorine, et qui forme déjà un premier couple, enfin, de personnages. Et puis on a le fils d'Arkadina qui s'appelle Trepliev ou Trepliev, et la jeune actrice Nina. Donc on va focaliser un peu l'interprétation de la pièce autour de ces personnages. Et il y en a d'autres qui sont aussi très intéressants
qui sont pas secondaires, dans le sens où Tchekhov voulait accorder à chaque personnage vraiment autant d'importance, hein, les uns que les autres. Mais bon, là c'est un choix. Et ces autres personnages vivent dans la maison d'un propriétaire terrien qui s'appelle Sorin, qui est le frère de l'actrice Arkadina. Hein. C'est pour ça qu'ils se retrouvent, au premier acte en tout cas, dans cette propriété. Et les autres personnages vont aussi avoir des problématiques affectives, des problématiques sociales, des problématiques politiques aussi qui sont intéressantes à étudier et que Tchekhov va définir avec beaucoup de subtilité. Pour la plupart, ils sont un peu désœuvrés, sauf le régisseur quand même de la propriété et sa femme, mais souvent un peu mélancolique, désœuvré, donc il parle beaucoup de littérature, d'art, puisque tous les personnages, et ça c'est vraiment une caractéristique de cette pièce, tous les personnages sont préoccupés par le statut de l'art et le statut de l'artiste, même s'ils ne sont pas eux-mêmes artistes. Et donc, ils parlent argent, littérature, théâtre, ils mangent, ils boivent, ils jouent au loto. Enfin, disons, on a aussi toute la peinture. Ça, c'est aussi l'intérêt documentaire de la pièce, de manière plus réaliste. Une peinture d'une certaine société russe de cette fin du 19e, qui explique aussi, bien sûr, ce qui va arriver en Russie plus tard. Alors, venons un peu à la peinture, description de ces personnages. Arkadina. Arkadina, c'est une femme qui a dépassé la quarantaine, mais qui refuse de vieillir. Je me tiens en laisse, dit-elle, aussi suis-je bien conservée. Je pourrais jouer une fillette de 15 ans. Donc, là, vous imaginez le personnage. C'est un personnage qui est... ils sont tous attachants, hein, ces personnages, même dans leurs ombres. Elle est assez, pour ne pas dire très égocentrique, narcissique, égoïste, capricieuse, très fière de ses succès, puisque c'est une actrice... reconnue, qui est sous les feux de la rampe, et elle se montre extrêmement possessive, exclusive. On a le droit d'admirer qu'elle seule, enfin bon, c'est vraiment une diva, de n'écrire que pour elle, et évidemment elle va appliquer ce sentiment possessif ou exclusif sur son compagnon, sur son fils, surtout Tripliev, et elle va demeurer indifférente en grande partie de la pièce au sort de son fils, qui est donc Tripliev. Elle ne peut s'empêcher de l'écraser, et évidemment, lorsque lui essaie de se faire une place dans ce monde des auteurs littéraires, elle ne va chercher qu'à l'écraser quelque part, parce qu'il lui porte ombrage. Donc c'est une femme avare, mesquine, qui refuse à son fils les moyens de réussir, par exemple en quittant la campagne et en s'installant en ville, de se vêtir aussi convenablement. Et au début de l'acte 2, elle lit un passage d'une œuvre de Maupassant qui s'appelle Sur l'eau, et qui évoque l'attitude des femmes françaises qui font le siège d'un écrivain au moyen de compliments, d'attentions et de gâteries. C'est pour dire qu'elle n'agit en fait que par pure passion pour Trigorine. Elle a vraiment une passion, mais très possessive, très exclusive, très destructrice sur Trigorine, qui est lui un auteur qui réussit, un auteur à succès.
Donc, elle va exercer sur tout ce monde hein, de la pièce. Elle exerce une domination, car elle tient, comme elle le dit, à cette dernière page de sa vie. Tu es à moi, ce front est à moi, ses yeux sont à moi, ses cheveux de soie sont à moi aussi. Tu es à moi tout entier, dit-elle à Trigorin. Donc c'est un personnage évidemment qui prend de la place hein, dans la pièce, et en même temps on peut se dire que c'est peut-être la seule femme heureuse. On peut se demander si elle l'est vraiment, mais disons qui apparaît comme assez épanouie hein, en tant qu'amante, en tant qu'actrice. En tout cas, elle ne se plaint pas de son sort, ce qui n'est pas le cas hein, des autres personnages. Elle se moque assez parfaitement de l'opinion des autres. Et voilà, on a donc ce personnage entier qui va être à l'origine un peu du drame quand même de la pièce. Alors ensuite on a Trigorin, donc qui est un écrivain à succès, un auteur à succès, mais qui est en fait un homme, je dirais, simple, plutôt mélancolique aussi, et sentimental. Sa distraction préférée, c'est la pêche à la ligne. Et là, nous sommes dans un grand domaine où il y a un lac, où on peut, donc, il peut s'adonner à cette passion. Et cet homme, c'est d'âge mûr, souhaite connaître d'autres passions que l'écriture, parce que lui, il décrit l'écriture, son écriture un peu comme une nécessité, comme une manie presque, comme une routine. Il prend des notes absolument tout le temps, sur tout ce qu'il voit, sur tout ce qu'il entend, et il ne peut pas s'empêcher d'écrire. C'est pour ça qu'il ne va pas, vulgairement parlant, prendre la grosse tête, puisque il se rend compte que c'est quelque chose qui lui est absolument nécessaire, que ses pièces plaisent, bon, ben, tant mieux, mais ça ne le comble pas non plus totalement. Et donc, souhaitant connaître d'autres passions que l'écriture, il va se laisser séduire ou séduire la toute jeune fille qui s'appelle Nina, qu'il courtise, en imaginant que cette jeune fille va le rajeunir. Il y a toujours donc ce souhait, cette peur de vieillir, de ne plus être reconnu, et donc de prendre donc une amante jeune. Il va lui faire un enfant, vulgairement parlant, et une fois que cet enfant sera là, il va abandonner Nina. Et il va donc, après quelque temps d'infidélité, se laisser reprendre par l'amour d'Arcadina. Parce que, comme il l'avoue, il est mou, velléitaire et veule. Il n'a pas une extrême belle représentation ou estime de lui-même. Il s'estime assez médiocre, en fait. C'est pour ça que dans certaines interprétations philosophiques de la pièce, on va trouver certains auteurs qui disent que cette pièce est inspirée d'une œuvre de Schopenhauer. Le monde comme volonté et comme représentation, qui fait que nous agissons, bon, il y a une volonté, évidemment, et ça, on va le voir avec le personnage de Nina, mais que nous agissons surtout par rapport aux représentations que nous avons des autres, du monde et évidemment de nous-mêmes. Tchekhov voyait ce personnage de Trigorin, dit-on, parce qu'il va mettre beaucoup de précision dans sa pièce, avec des pantalons à carreaux
et des chaussures éculées. Donc, un personnage peut être plus risible, susceptible d'être un peu plein, que comme un personnage admirable. Et c'est toujours ombre et lumière, tous ces personnages de Tchekhov et de la littérature en général. Alors, s'oppose à Trigorine très, très clairement Trepliev, qui est un jeune homme fin, cultivé, intelligent, très sensible, et qui est doté d'une troublante lucidité et évidemment d'un talent indiscutable. Il écrit des pièces de théâtre et il souhaite révolutionner, on y reviendra largement, l'art théâtral. Donc c'est un être sensible, je l'ai dit, exalté, en quête d'absolu, et un idéaliste qui va se trouver en proie à la souffrance, à la morosité, à la mélancolie de celui qui est révolté et qui vit un tel gouffre, un tel abîme entre ce qu'il rêve, ce qu'il voudrait et ce qu'il vit, qu'il peut en être extrêmement plus que mélancolique, parfois désespéré. C'est un révolté un peu à la manière camusienne, face à un certain absurde de la vie, de l'existence. Et donc, il est d'abord victime de l'égoïsme, des excès de sa mère, et il tente d'exister en espérant trouver grâce à ses yeux, en cherchant à lui faire reconnaître toujours sa valeur. Donc, il incarne déjà l'impuissance à vivre d'un fils écrasé par une mère exclusive et possessive. Et donc, il peut tomber dans des grands excès de mélancolie ou de dépression. Et ceci va ne faire que s'aggraver lorsqu'il tombe amoureux de Nina, qu'il cherche à lui plaire. Il écrit presque même une pièce pour elle. Et lorsque Nina préfère aller dans les bras de Trigorine, évidemment, ça sera un choc terrible. Et donc, il y a une double inimitié qu'il va nourrir vis-à-vis de Trigorine, une inimitié professionnelle, je dirais, par rapport à l'art théâtral, lui représentant la jeune école qui essaie de se faire une place au soleil, mais c'est difficile, puisqu'il y a les tenants de l'art traditionnel qui sont bien en place, mais surtout une inimitié affective, puisque Trigorine sera celui qui lui prendra Nina, et dont évidemment il y a un problème de jalousie amoureuse. Et donc il espère toujours pouvoir retrouver Nina, et lors d'une dernière visite de Nina à Trepliev, il sent que de toute façon Nina ne sera jamais amoureuse de lui. Ce départ le désespère et il va, au bout de cette solitude, de cette dépression, il va se suicider. C'est ainsi que, quelque part, se termine la pièce. On entend un bruit, mais voilà, les autres personnages continuent à vivre leur vie. Ça n'est pas non plus, et ça c'est des aspects intéressants de la pièce, il n'y a pas forcément d'une montée dramatique ou dramaturgique, et donc ce suicide, bon, finalement, est vécu de manière assez banale, d'autant plus qu'il a déjà fait une tentative de suicide un petit peu plus tôt dans la pièce, et donc ce n'est pas vécu par les personnages comme quelque chose de terriblement choquant. Bon, vous allez me dire, tout ça est très noir.
Oui et non. Oui et non. Disons, c'est pour ça que j'ai pris la peine quand même de dire que Tchekhov continue à espérer le bonheur de l'humanité. Il décrit en fait les affres de la condition humaine. Donc c'est évidemment c'est celui qui est face à un destin qui le dépasse. Face à un destin qui le dépasse avec une quête d'absolu, évidemment, qui ne sera pas satisfaite face à la médiocrité qu'il vit au quotidien et la médiocrité qui l'environne. Donc c'est un personnage à fleur de peau vraiment très attachant, romantique, quelque part, et évidemment qui finit de manière totalement dramatique. Mais vous voyez, ce sont des personnages, bon, c'est un peu compliqué de le faire sentir, mais qui sont d'une très grande profondeur psychologique. C'est pour ça que si on lit la pièce un peu bon, ça peut paraître assez simple, mais en fait, il y a des ressorts vraiment très profonds qui sont décrits et que Tchekhov vraiment rend très très bien. Puisqu'on peut se retrouver par certains aspects dans tous ces personnages. Alors Nina, c'est un personnage aussi très 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 intéressant. C'est une jeune fille, une jeune femme fraîche, simple, modeste, un peu timide, impulsive, romantique. C'est une fille mal aimée de son père, qui est ce grand propriétaire foncier voisin du domaine d'Arcadina, le domaine d'à côté. Et ce père tyrannique la retient à la maison, ne lui laisse aucune liberté, alors qu'elle ne pense qu'à s'évader, fuir dans le ciel. C'est elle la mouette. C'est Nina, par cette soif, peut-être pas absolue, mais cette soif de liberté, de transgresser un certain nombre de règles. Et c'est une manière aussi pour Tchekhov de décrire ce qu'était la condition de beaucoup de femmes à l'époque en Russie, et pas qu'en Russie, mais et comme on le verra, Tchekhov a une position extrêmement en rupture et révolutionnaire par rapport à l'émancipation, la condition féminine. Et par exemple, alors que beaucoup évidemment de Russes, de la bourgeoisie, de l'intelligentsia condamnent par exemple l'adultère lorsqu'il est commis par des femmes, pas quand il est commis par des hommes, ça fait partie de la normalité, et ça on le voit avec beaucoup de bienveillance parce que c'est normal. Par contre, quand l'adultère est commis par les femmes, là les gens sont extrêmement durs, et notamment ces jeunes filles, jeunes femmes qui n'étaient pas mariées, et qui étaient totalement mises au banc de la société. Et Tchekhov va se battre pour elles. Donc ce personnage de Nina, il est vraiment intéressant. Là, c'est un personnage aussi politique, dans le sens où Tchekhov va toujours justifier l'adultère quand il est commis par des femmes, par ce besoin justement de sortir de cette oppression masculine. Donc évidemment, c'est un personnage sympathique. Et Tchekhov aussi. Bon. Donc Nina, elle rêve d'être actrice. C'est pour ça qu'il y a aussi une opposition avec Arkadina,
hein, qui est l'actrice voilà, accomplie. Et Nina fréquente, on dit, les artistes qui se trouvent de l'autre côté du lac. C'est très intéressant ce lac, parce que aller de l'autre côté du lac, hein, c'est quelque part transgresser aussi une loi. Et elle rêve de leur ressembler, ces artistes qui semblent plus libres. Elle rêve de devenir comédienne, hein, de se voir en haut de l'affiche, hein, à Moscou, hein, adulée de tous. Et elle est en soif, évidemment, de reconnaissance. Très important, elle voudrait accéder à la gloire, à la vraie gloire, la gloire retentissante. Et donc, lorsque Trepliev lui écrit une pièce, évidemment, elle est très heureuse de jouer hein, cette pièce, puisque, bon, Trepliev est tombé amoureux d'elle, et la pièce commence par la représentation de la pièce que Trepliev a écrit pour Nina, où Nina joue le rôle principal. Ça, c'est aussi un des caractéristiques de cette pièce, où on va avoir du théâtre dans le théâtre. On va avoir des représentations de quelques scènes de théâtre à l'intérieur de la pièce. Elle est animée par un grand souci de réussite et donc elle va dédaigner l'amour sincère de Trepliev pour se rapprocher de Trigorine, qui est cet homme mûr, doté de prestance, un artiste reconnu, et dont la renommée littéraire l'impressionne. Quelque part, elle voudrait devenir comme lui. Et c'est aussi une chance pour elle de sortir de son milieu. Et elle pense que Trigorine pourra faciliter sa carrière. Bon, on sait ce qu'il en est, Trigorine va l'abandonner. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va, avec une volonté farouche, persister dans sa carrière théâtrale. Elle ne réussit pas donc avec Trigorine, peu importe, elle va continuer. Et cette carrière va lui faire connaître bien des vicissitudes, hein, mais elle tient bon, elle accepte toutes les privations, les humiliations, et elle se donne pour règle, comme elle le dit, « Sache porter ta croix et aie la foi, j'ai la foi, et j'ai moins mal, et quand j'en songe à ma vocation, je n'ai pas peur de la vie. » Donc il y a un côté vraiment stoïcien, hein, c'est-à-dire voilà, on endure, mais porté par cette inébranlable foi et conviction que sa loi d'action est d'être actrice. Et donc elle le dira à un moment, je suis la mouette, oui, mais je suis surtout actrice. Donc c'est cette vocation profonde hein, qu'elle a vraiment chevillée au corps qui fait de ce personnage finalement le personnage le plus positif, je dirais, de la pièce, qui est animé d'une volonté et d'une ténacité extrême. Et elle aussi, elle vit le choc hein, entre le rêve, son idéal et la réalité, mais elle va l'assumer. Elle va l'assumer, malgré toutes les difficultés qu'elle aura pour percer hein, dans ce monde. Elle se révèle prête à souffrir et elle veut quelque part maîtriser son destin. Et là, on a vraiment un message hein, de Tchekhov, sur lequel je reviendrai, qui me semble être... on peut ne pas être victime hein, ou subir son destin. Il y a toujours un moyen de maîtriser un petit peu plus son destin, devenir maître de lui, mais pour cela, il y a des règles à transgresser. Et quelque part, Nina est vraiment l'exemple, c'est comme ça que je l'interprète, celle qui va transgresser des règles, transgresser des lois, et grâce à cela, elle va survivre. Et c'est elle qui va peut-être le mieux tirer son épingle du jeu de la vie dans cette pièce. Donc, vous voyez, en résumé, c'est tous ces personnages
avec les autres personnages, comme le régisseur, sa femme, Masha, qui est une jeune fille aussi qui voit un peu tout en noir. C'est une immense constellation de solitude qui se côtoient sans jamais vraiment se rencontrer. Ils souffrent d'aimer ceux qui ne les aiment pas, de vouloir être aimés par ceux qui ne les aiment pas. Ils sont un petit peu obnubilés chacun par leurs problèmes, leurs rêves, sans réelle ouverture à l'autre. Ils se montrent même parfois impitoyables entre eux, manquent singulièrement de compassion, d'amour, même si Tchekhov avait annoncé dans sa pièce 5 tonnes d'amour. Et voilà. On va beaucoup y parler d'art et de littérature, et il y aura des tonnes d'amour. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un amour le plus souvent malheureux. Un amour fait de désenchantement, de désillusion. Et quand d'aventure il rencontre le succès, il n'en reste pas moins écrasé par un certain sentiment d'inutilité, un peu d'absurdité de la vie, ou que la vie n'est qu'un songe, n'est qu'une illusion. Il y a des moments plus drôles dans la pièce. C'est vraiment une alternance de moments qu'on pourrait vraiment appeler dramatiques, et puis des moments plus légers, plus drôles. Alors, ces personnages, ils nous fascinent aussi parce que ils nous montrent toutes les contradictions, les paradoxes, la cruauté aussi de l'être humain, et aussi sa grandeur. Un des thèmes essentiels, c'est quand même le statut de l'art, le statut de l'artiste dans la société. En ce sens, c'est quelque chose qui est atemporel, vraiment là, qui est vraiment très, très ancré dans la problématique russe, mais qui peut vraiment nous faire poser des belles questions. Donc voilà, tous ces personnages jouent en quelque sorte un aspect de la partition de la comédie humaine. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était inspirée d'éléments autobiographiques. Bon, je ne vais pas trop insister, mais il est évident que cette pièce fut inspirée à Tchekhov par la mésaventure vécue par une de ses amies, qui va être jouée représentée par le personnage de Nina. On va trouver exactement les mêmes aventures de cette amie Lydia, qui va tomber amoureuse de Tchekhov, mais d'un amour non partagé. Bon. On va trouver aussi dans la vie de Tchekhov une anecdote qu'il va lui-même raconter, qui va nous donner peut-être une des raisons pour lesquelles il y a cette analogie symbolique avec la mouette. Bon, quand ils étaient allés à la chasse avec un ami, l'ami avait tué un oiseau, mais qui n'était pas une mouette, qui était une bécassine, mais il va transformer cet oiseau noir en fait en oiseau blanc. Donc la mouette, c'est aussi le symbole de la pureté. Et mouette se dit en russe tchaïka. Bon, je ne connais pas le russe, mais voilà. Tchaïka, qui est, dit-on, proche du verbe tchayat, qui signifie espérer vaguement. Donc évidemment, dans cette mouette, vous pouvez y voir le symbole de l'oiseau blanc, pur, qui va s'envoler vers le ciel, même s'il a un cri qui n'est pas toujours très charmant. J'entendais ce matin des mouettes qui pensaient, bon, le matin ça va, le soir c'est un peu plus... Mais
Pourquoi la mouette? Parce qu'elle suggérerait donc en russe cette idée d'une espérance fragile, d'une attente de l'avenir, d'un besoin d'illusion, même s'il y a le risque de déception et de désillusion. Et il y a dans la pièce un moment où cette mouette, il y a une mouette qui va être tuée par Trepliev, et que Trigorine demandera à être empaillée. Là aussi, c'est une symbolique très, très forte. Donc, Nina est cette mouette, hein, qui est quelque part aussi victime de l'instinct chasseur, hein, des hommes. Donc, des éléments vraiment inspirés, hein, directement de la vie de Tchekhov. Et puis, on dit qu'il y a d'autres sources d'inspiration, au premier rang desquelles Shakespeare. Et parmi l'œuvre foisonnante de Shakespeare, une en particulier qui est Hamlet. C'est Antoine Vitez, hein, le grand metteur en scène, Antoine Vitez, qui écrit que la mouette est une vaste paraphrase de Hamlet, où Trepliev reprendrait le rôle d'Hamlet, Arkadina Gertrude, Trigorine Claudius et Nina Ophélie, qui est, vous vous rappelez, peut-être très attirée par l'eau, hein, qui va se noyer et qui devient folle. Hein. Donc pour Antoine Vitez, il y a vraiment une inspiration directe entre Hamlet et la mouette. Et c'est vrai que Tchekhov était un grand admirateur de Shakespeare. Et il ne cache pas, hein, cette inspiration, dans ce sens qu'il intègre des citations d'Hamlet dans la pièce, hein, la mouette. Dès le début de l'acte 1, Arkadina récite un extrait de Hamlet. « Mon fils, tu m'as fait voir jusqu'au fond de mon âme, et j'y ai vu de si sanglants ulcères, de si mortels qu'il n'est point de salut. » Dans une traduction, d'autres traductions, mais à un autre moment, Trepliev cite aussi le prince Hamlet lui-même. L'idée aussi, reprise de Shakespeare, de faire du théâtre dans le théâtre. Ça, c'est une technique shakespearienne importante. Donc, une source d'inspiration extérieure. On dit aussi, c'est Antoine Vitez, donc je le cite, « La vie de domaine que mènent les personnages de la pièce ne rappelle-t-elle pas étrangement la vie au château d'Elseneur ? Car tout autant que dans le royaume de Danemark, il y a quelque chose de pourri sur les rives du lac enchanté de la Mouette. » Vous connaissez la fameuse tirade, il y a quelque chose de pourri dans le domaine du Danemark, dans Hamlet. Eh bien, pour Vitez, il y a quelque chose de pourri dans ce domaine, un peu huis clos, hein, où se déroule la pièce, avec tous ces sentiments d'amour malheureux qui s'y déroulent. On dit qu'il y a une autre source d'inspiration qui serait Maupassant, puisque là aussi il est cité dans la pièce. Tchekhov admirait aussi beaucoup Maupassant également, et comme je vous l'ai dit, Arkadina à un moment donné déclame un passage sur l'eau de Maupassant. Pouchkine, on dit que Tchekhov était très admirateur aussi du poète Pouchkine, et il y a un poème dramatique inachevé de Pouchkine où le meunier se compare à un corbeau, de la même manière que Nina va se comparer à une mouette. Bon, voilà quelques éléments, disons, qui peuvent éclairer un peu la trame dramatique de la pièce. Donc, ça veut dire que si on en croit toutes ces sources d'inspiration, et pas simplement les éléments autobiographiques, il cherche à donner à ces personnages vraiment une profondeur,
psychologique, qui est, comme je le répète, qui peut passer un peu inaperçu. Avec une lecture, on peut s'attacher d'abord au réalisme, disons, de la peinture des personnages. Alors, les thèmes principaux de la pièce, l'amour malheureux, évidemment, puisque on a parmi les autres personnages un instituteur, Simon qui aime Macha, la jeune fille Macha, mais la jeune fille Macha, elle aime Tréplief, qui aime Nina, qui aime Trigorine, lui-même aimé par Arkadina. Enfin, il y a aussi un médecin, Dorn, il y a toujours soit un médecin dans les pièces de Tchekhov, qui adore la grande actrice Arkadina, mais Dorn est lui-même aimé par Paulina, qui est la femme du régisseur du domaine Chamariev. Donc vous voyez, chacun aime un personnage qui lui ne l'aime pas et qui aime quelqu'un d'autre. C'est un peu racinien. C'est racinien, oui, c'est racinien. Oui. C'est racinien. Et donc, c'est vrai que le sous-titre comédie, parfois, on a du mal à le trouver, puisque tous ces amours malheureux sont quand même assez dramatiques, ces amours contrariés. Et on voit bien qu'on a là aussi deux âmes sœurs, au sens profond du terme, avec Trépief et Nina. Et on peut être vraiment un peu triste de voir que ces deux âmes sœurs finalement ne vont pas se rencontrer. Peut-être un jour, au-delà de la mort. Bon, donc l'amour malheureux, c'est évident. Il y a un sujet essentiel qui est le thème de l'art. Et là, on a quand même pas mal d'écriture, parce que ce qui est intéressant, c'est que Tchekhov va beaucoup écrire, va parler sur cette pièce. Il va aussi faire beaucoup, je crois qu'on appelle ça au théâtre de didascalie, c'est-à-dire d'écrire en marge de la pièce des détails de mise en scène, des détails de costumes, des détails, ce qui prouve que il va en écrire beaucoup. Il prouve qu'il est vraiment très très préoccupé par le fait que tous ces personnages soient vraiment profonds, amples, et joués de manière très précise. Et il va aussi écrire sur quelle est son ambition avec cette pièce, puisque c'est un thème, le thème de l'art, et de l'art théâtral, de la littérature, théâtre en particulier, qui intéresse tous les personnages, quels qu'ils soient, et qui est au cœur des préoccupations de tous, des artistes, évidemment, les 4 artistes qu'on a là, mais aussi des autres personnages. Chacun y va de son avis sur ce que devrait être l'art et le rôle de l'artiste. Et donc, on dit que Tchekhov va y consommer sa rupture dans cette pièce avec une construction dramatique traditionnelle. C'est-à-dire, il veut révolutionner vraiment l'art théâtral. Et dans une lettre à son ami Souvorine, de 1895, il écrit ceci. Ça permet d'éclairer quand même un petit peu quelle est l'ambition que Tchekhov met dans la mode. Je suis en train de rédiger une pièce. Cela me procure un certain plaisir, bien que j'y maltraite affreusement les règles de la scène. C'est une comédie avec 4 rôles féminins, 6 rôles masculins, quelques événements, 4 actes, un paysage, il y a une vue sur le lac, beaucoup de discussions sur la littérature, peu d'action et des tonnes d'amour.
Et dans une autre lettre, au même Souvorine, un mois plus tard, au 21 novembre 1995, il ajoute « Au rebours de toutes les règles de l'art dramatique, j'ai commencé ma pièce forte et l'ai achevée pianissimo. J'en suis plus mécontent que satisfait. L'ayant lu d'un bout à l'autre, je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis pas un auteur dramatique. » Il était toujours insatisfait aussi, ça c'est de ses pièces. Alors là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. J'ai commencé ma pièce forte et l'ai achevée pianissimo. Donc, vous voyez, parce que le début, c'est la représentation de la pièce que Trepliev a écrite pour Arkadina, pour Nina, et dont Arkadina se moque, disant mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est, ça n'a aucun sens, enfin, c'est ridicule. Voilà. Donc ça c'est fort évidemment, puisque là on trouve l'opposition de celui qui veut créer un nouvel art théâtral et puis les représentants de l'art traditionnel. Et il l'a fini pianissimo, alors c'est quand même le suicide de Trepliev. Vous voyez ? Donc, donc, en quoi c'est à rebours de l'art traditionnel, l'art théâtral traditionnel? Il n'y a pas de crescendo dramaturgique. Alors que tout est en place, tous les personnages sont là, il n'y a pas, comme chez Racine ou d'autres auteurs classiques, ce crescendo dans le drame avec une sorte de dénouement, avec plein de constructions entre les personnages. Et donc, on peut dire que, même si tout est en place, c'est-à-dire le conflit des générations, l'amour du théâtre, de la littérature, les inclinaisons, enfin, qu'on sent dès le départ, il établit effectivement un jeu des doubles qui s'opposent avec les deux couples, et pourtant il n'établit pas vraiment de lien entre les rencontres. Les rencontres se succèdent, il y a quatre actes, mais c'est plutôt une succession de répliques, de longs monologues, plus que des dialogues. Il n'y a pas de véritable montée dramatique, de véritables tensions qui se résolvent dans une apothéose. Et comme je disais, même le Trepliev meurt à la fin, mais presque sans bruit, pianissimo. Et ça, et c'est très peu scénique aussi. Bon, on est dans un domaine, bon, il y a un paysage, il y a un lac, mais tout ça est vraiment très, très abstrait. En cela, Tchekhov veut renouveler l'art théâtral. L'art dramatique, même s'il dit qu'il n'est pas un auteur dramatique, c'est-à-dire d'écrire aussi la complexité des relations humaines de manière la plus réaliste possible, sans attendre ni une happy end, ni une fin dramatique, et sans construction. Il y a une construction, mais sans construction classique. Et c'est pour ça qu'Arkadina, l'acteur, dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce théâtre ? Ça n'a pas de sens. » Et là, on voit bien les générations qui s'opposent. Donc, c'est intéressant de lire ce que Tchekhov écrit lui-même sur cette pièce et qu'est-ce qu'il a voulu en faire. C'est-à-dire, il exalte la vie quotidienne sous son aspect le plus humain, le plus réaliste, même s'il va y ajouter du symbolique, bien sûr, avec la mouette. Alors, plus que la mouette, il y a aussi le fait de, par exemple, donner à Nina le nom de Zarechnaya. Bon, là, je vous ai donné que les prénoms parce que
Avec les noms, on s'y perdrait un petit peu si on n'est pas très familier avec tout ça. Donc Nina Zarechnaya, qui veut dire celle qui vit au-delà de la rivière. Donc, bon là, on a le lac, mais celle qui vit au-delà de la rivière, c'est très intéressant. Donc il a choisi les noms, évidemment, de manière très suggestive. Comme je disais tout à l'heure, celle qui vit au-delà de la rivière, c'est-à-dire c'est celle aussi qui est capable de traverser la rivière, de transgresser les choses. Et Trepliev, son nom signifie celui qui frémit comme une feuille. C'est joli. Celui qui frémit comme une feuille, donc qui est hyper sensible, hyper émotif. Donc l'amour malheureux, le thème de l'art, on y reviendra tout à l'heure, et le rôle des symboles. La mouette qui apparaît comme cette figure allégorique de la liberté de l'artiste, mais qui est à la merci du premier fusil, ou chasseur venu. À l'acte 2, Trigorine voit une mouette que Trepliev a abattue. Il imagine comment il pourrait en faire le sujet d'une nouvelle, puisque Trigorine, il est toujours avec son carnet de notes, et dès qu'il voit quelque chose, il note des idées, c'est ce que souvent font les auteurs. Et donc voilà ce qu'il note quand il voit cette mouette assassinée. Une jeune fille passe toute sa vie sur le rivage d'un lac. Elle aime le lac comme une mouette, et elle est heureuse et libre comme une mouette. Mais un homme arrive par hasard et quand il la voit par désœuvrement, la fait périr, comme cette mouette. Donc la mouette devient vraiment le symbole de l'existence de Nina, heureuse près de son plan d'eau, mais détruite par le chasseur Trigorine, enfin Trepliev, mais en fait qui est aussi le chasseur de femmes, qui est Trigorine. Lorsque Trigorine demande à ce que la mouette soit empaillée, ce dont il ne se souviendra plus d'ailleurs après, mais bon, à un moment donné, il demande à ce que la mouette soit empaillée. C'est aussi, ça représente ce danger, de quelque part, du chasseur, du masculin, qui vide de sa substance la vie de la mouette. Il est très féministe, finalement. Oh, très. Oui, pas finalement. Il est vraiment, il fait un vrai combat dans ces pièces pour l'émancipation de la femme, et surtout de s'inscrire en faux contre vraiment le jugement extrêmement dur qu'on avait vis-à-vis des jeunes filles mères, ce qu'on a connu aussi largement en Europe occidentale, et il va être un des rares auteurs à les défendre, vraiment à les défendre. En préconisant même l'adultère, en disant allez-y, c'est un moyen de vous libérer aussi d'un mari qui ne vous aime pas, qui lui convole, et vous y avez droit. Donc, quelque part, c'est très fort, cet empaillage, volonté d'empaillage de la mouette. Vous voyez que cette mouette, elle est riche vraiment de beaucoup de significations. Ça va? Oui. Vous n'êtes pas abattu? Non. Ah bon. Attends, j'ai fait tout pour. Bon, on va faire une petite pause, et à la reprise, il y aura une petite surprise. Emmanuel, voilà, qui est notre petite surprise, belle surprise de la deuxième partie. Et je lui laisse. Alors, je vous explique en 3 mots avant de commencer. J'ai proposé à notre conférencière, nous avons joué, Marie qui est ici et moi-même, il y a à 2 reprises La Mouette.
sous la direction de Noël Casta au Théâtre Athanor. Marie jouait Paulina et pour ma part, je jouais le rôle de Trigorine. Donc je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant pour vous, à un moment donné dans l'acte 2, Trigorine, justement par rapport à la création littéraire, fait un très long monologue à Nina, qui est juste interrompu par 2 ou 3 petites répliques de Nina, qui le bade, qui l'admire, et donc il parle de la création littéraire, et avec tout le côté désabusé qu'il a par rapport à cette fameuse création, puisque tout le monde le monte au pinacle, et que lui-même finalement trouve que c'est un écrivain médiocre. Donc ça commence comme ça. Nina lui dit, mais comment ressent-on la célébrité? Comment se sent-on un écrivain célèbre et plein de talent? Moi? Alors pardon, ce que je voulais dire, c'est que j'avais travaillé ma voix de façon relativement traînante, un petit peu sophistiquée par rapport à ce métier d'écrivain que Trigorine, voilà, je l'avais travaillé pas avec ma voix que vous entendez là précisément, mais vous allez comprendre très vite. Moi, vous parlez de célébrité, de bonheur, de vie lumineuse et intéressante, mais pour moi, toutes ces belles paroles ne sont, excusez-moi, pas autre chose qu'une marmelade dont je ne mange jamais. Vous êtes très jeune et très bonne. Nina lui répond, votre vie est belle. Qu'est-ce qu'elle a donc de particulièrement bien? Il faut que j'aille écrire, excusez-moi, là je n'ai pas le temps. Vous m'avez piqué au vif, comme on dit, et voilà que je commence à m'énerver, un peu à me fâcher. Mais parlons. Parlons de ma lumineuse et belle vie. Alors, par quoi commençons-nous? Il y a parfois des représentations mentales qui vous tiennent. On pense, jour et nuit par exemple, à la lune. Eh bien, j'ai comme cela ma lune à moi. Jour et nuit, une même idée obstinée me possède. Il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, il faut... À peine j'ai terminé une nouvelle, aussitôt il faut, je ne sais pourquoi, que j'en écrive une autre, puis une troisième, après la troisième, une quatrième. J'écris sans interruption. Je cours la poste, je ne peux pas faire autrement. Quoi de beau et de lumineux là-dedans, je vous le demande. Ah, quelle vie barbare. Tenez, je suis avec vous. Je m'échauffe. Et cependant, à chaque instant, je me rappelle qu'une nouvelle inachevée m'attend. Je vois un nuage qui ressemble à un piano à queue. Et je me dis, oh, il faudra mentionner quelque part dans un récit qu'un nuage passait qui ressemblait à un piano à queue. Ça sent l'héliotrope. Je m'empresse de fourrer cela dans ma tête. Odeur suave, couleur de veuvage, sans souvenir pour la description d'un soir d'été. Je me pille moi-même, et je vous pille au détour de chaque phrase, de chaque mot, et je me hâte de ranger toutes ces phrases, tous ces mots dans mon garde-manger littéraire. Ça pourra servir. Quand je m'arrête de travailler, je cours au théâtre, ou bien je vais à la pêche, m'y reposer, m'abandonner. Eh bien non! Un lourd boulet de fonte roule déjà dans ma tête, le nouveau sujet, et déjà ma table m'appelle, et il faut se dépêcher d'écrire encore, écrire. Et toujours ainsi, toujours. Et je n'ai pas de répit avec moi-même, et je sens que je dévore ma propre vie, que pour un miel que je destine à je ne sais qui dans l'espace, je butine le pollen de mes plus belles fleurs, j'arrache
les fleurs elles-mêmes, et je piétine les racines. Est-ce que je ne suis pas fou? Est-ce que mes amis et connaissances se conduisent avec moi comme un homme sensé? Oh, qu'est-ce que vous gribouillez? Qu'allez-vous nous donner? Toujours pareil, toujours pareil. Et il me semble que cette attention de mes amis, ces louanges, cet enthousiasme, tout cela n'est que tromperie. On me trompe comme un malade. Et parfois j'ai peur que quelqu'un qui se serait glissé derrière moi me saute dessus et qu'on m'emmène comme Propritchin dans une maison de fous. Dans les années d'autrefois, mes jeunes années, les meilleures, quand j'ai commencé, mon travail d'écrivain n'était qu'une torture continuelle. Le petit écrivain, surtout quand il ne réussit pas, et là on peut faire une parenthèse pour Treplev, quand il ne réussit pas, se sent gauche, maladroit, inutile, les nerfs tendus, à fleur de peau. Il rôde irrésistiblement autour des gens qui se mêlent de littérature et d'art, méconnus, inaperçus de tous, craignant de regarder les autres dans les yeux, tout à fait comme un joueur acharné qui n'a pas d'argent. Je ne voyais pas mon lecteur, mais je ne sais pourquoi, il m'apparaissait méfiant, malveillant. Le public m'effrayait, j'en avais peur. Et chaque fois que je donnais une nouvelle au théâtre, j'avais le sentiment que les bruns étaient dans une disposition hostile et les blonds d'une froideur indifférente. Oh, quelle horreur! Quelle souffrance c'était! Nina lui répond: permettez, mais dans l'inspiration, dans le processus même de la création, est-ce que vous ne trouvez pas des moments sublimes, heureux? Si. Quand j'écris, c'est agréable. Lire les épreuves, c'est agréable. Mais dès la parution, je ne supporte plus rien. Je vois tout de suite que ce n'est pas ça, que je me suis trompé, qu'il ne fallait pas du tout écrire ça. Et je m'énerve. Et cela me pèse sur le cœur. Mais le public dit: ouais, c'est gentil, plein de talent. C'est gentil, mais c'est très loin de Tolstoï. Ou bien, belle chose, mais pères et enfants de Tourguenieff, c'est mieux. Et ainsi, jusqu'au tombeau, tout ne sera jamais que gentil et plein de talent. Gentil et plein de talent. Rien d'autre. Et quand je serai mort, mes amis, en passant devant ma tombe, diront: ici repose Trigorine. C'était un bon écrivain, mais il écrivait moins bien que Tourguenieff. Merci beaucoup. Je peux vous lire la pièce, mais là on va le voir. Ça va durer 2 heures de plus. Vous voyez, là, c'est un bel exemple de toute l'épaisseur du personnage de Trigorine. Où, bien sûr. On sent le désespoir quand même. Hein. On sent vraiment le désespoir. Oui, le côté désabusé. Désabusé, voilà. Et c'est vrai que... Voilà, il est monté au nu, le public l'aime, moins que Tourguenieff et moins que Tolstoï, voilà. Mais bon, il l'aime, il est apprécié, etc. Mais lui-même se dit, mais finalement, voilà, je pense à une idée comme ça, je la triture dans ma tête, il faudra que je la mette, et donc j'écris une nouvelle, et tout d'un coup, je ne peux pas me lasser, il faut que j'aille écrire, et puis finalement... Voilà ce que les gens disent. Il n'y a pas un petit côté cabotin
Chez Trigorine, je sais pas, je crois pas. Il s'adresse quand même à Nina, c'est vrai, il a une spectatrice. Oui, il a une quand même, spectatrice. qui n'est Oui. pas n'importe laquelle des Oui. spectatrices. Je pense que si son monologue avait été vraiment un monologue tout seul, il aurait moins joué. Oui, c'est Oui, ça. vous avez raison dans ce sens-là. La présence de Nina, oui. Mais dans le fond de ce qu'il pense, je pense pleine qu'il... séduction. Voilà. Oui, mais finalement, oui et non, parce que finalement, s'il était vraiment un gros séducteur, ce qu'il devient après, mais s'il était vraiment un gros séducteur, il ne se rabaisserait pas comme ça. Ou alors, uniquement pour se faire monter en épingle par Nina. Il a son admirable orgueil. Alors après, chacun Voilà, chacun a son attaque. chacun peut avoir son intérêt. Ce qui est certain, c'est que Tchekhov va s'impliquer à la fois dans le personnellement, hein, à la fois dans le personnage de Trigorine et dans celui de Triepliev. Hein, c'est-à-dire, voilà. Donc la comparaison avec Tolstoï, avec Tourgueniev, bien sûr, on la lui a dite. Il se retrouve aussi donc dans cet écrivain à succès, mais qui, vous voyez, est quand même très tourmenté, hein, très, très torturé de l'intérieur. Et il se retrouve évidemment dans Triepliev avec cette idée de révolutionner, de faire une rupture avec l'art théâtral traditionnel. Donc Tchekhov, on va le retrouver, hein, en peinture dans ces deux auteurs, hein, que tout oppose en fait. C'est l'âme slave aussi qui Ah, oui, la fameuse âme slave. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, cette âme slave, mais c'est vrai qu'il y a la description et puis on se complaît aussi un petit peu à la description de tous ces... Bon, merci en tout cas de cette bel apport. Alors, on va... je vous simplement... développer deux sujets que je voulais traiter, enfin, sans trop déborder sur l'heure. Il y a, ce qu'on trouve, ça c'est assez classique dans la pièce, c'est l'intérêt documentaire, c'est-à-dire comme les œuvres de Dostoïevski, Tolstoï, on a des peintures de classe, hein, sociale, et là, dans la mouette, qui est petite pièce également. Donc, il y a la peinture d'un certain nombre de comportements typiques, hein, d'une certaine société russe de la fin du 19e, où, là je n'en ai pas trop parlé, on a les autres personnages. On a un intendant, hein, Chamraïev, qui est un lieutenant à la retraite, un homme despotique, intransigeant, et sa femme Paulina, sa fille Masha. Donc là, on a vraiment la peinture de ces propriétaires, hein, puisque ces propriétaires fonciers qui font régner presque la terreur, hein, dans leur domaine. On a un instituteur, alors là c'est une autre figure intéressante, l'instituteur Medvedenko, qui est, de par son métier, est quand même membre d'une certaine intelligentsia, hein, donc personne cultivée, mais qui insiste sur son faible salaire, se montre d'autant plus gauche, lourdeau, emprunté. Son nom évoque l'ours, hein, le fameux ours russe. Et donc là aussi c'est très ambivalent, c'est-à-dire il y a un statut quand même social de l'instituteur et en même temps peu valorisé. On a l'habituel médecin, hein, des pièces de Tchekhov, qui est ici Dorn, qui même si à la retraite veille sur la santé des membres, hein, de tous les membres de cette petite société. Et puis on a un ancien haut fonctionnaire, Sorin, qui est le propriétaire du domaine. Donc on a là aussi une peinture sociale, hein, de tout ces privilèges de certains et puis ceux qui sont un peu les exclus, et au premier rang desquels les artistes. Ça pose vraiment le problème du statut des artistes. Alors, on a 4 personnages féminins, hein, on en a déjà parlé,
et qui sont en général malheureuses. Et bon, ça, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer assez vite. Tchekhov est des rares qui met en scène des jeunes filles ou des jeunes femmes adultères, disons, sans émettre l'ombre d'un reproche à leur égard, tout au contraire. Il considérait presque l'adultère comme une thérapie sociale, un moyen pour les femmes de se libérer de liens devenus soudain trop lourds, de faire une prise de conscience qui mène à la connaissance et qui permet de tourner le dos à un monde de mensonges pour atteindre sa vérité. Donc l'adultère était pour lui la manifestation de la lutte d'un être contre une logique d'enfermement, synonyme de mort psychologique, une bataille pour essayer d'exister et de vivre. Vous voyez, là, on se rappelle le bagne de Sakhaline, enfin c'est l'enfermement. Comment résister, dépasser une logique d'enfermement extrême, évidemment, dans les camps de concentration, enfin, ou ce qui seront les futurs goulags, mais aussi l'enfermement social, et notamment de la femme. Donc il va représenter des conditions de vie, la majorité des femmes de cette époque, qui sont des femmes malheureuses, et qui subissent leur vie, qui subissent leur destin. Alors, l'intérêt aussi documentaire, c'est ce fameux problème du statut de l'art et des artistes qui soit choisissent de s'inféoder à un art officiel, et dans ce cas-là c'est un art de commande, mais l'artiste y perd son âme, soit c'est l'artiste qui veut sortir de cet enfermement aussi et créer son propre art, mais alors là c'est l'artiste totalement marginalisé, torturé, malheureux, même, voyez, même s'il a du succès. Ça, c'est aussi toute l'ambivalence des auteurs à succès qui finalement se demandent s'ils ont vraiment réussi ou pas. Et donc là, on dit que Tchekhov se voyait comme un écrivain de second plan. Hein, c'est pour ça qu'il s'associe aux problématiques de Trigorine, écrivain célèbre qui ne veut pas croire au génie. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est l'auteur qui est obligé d'écrire, parce que de toute façon, il est pris par cette nécessité à laquelle il ne peut pas déroger. Donc, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le succès, qu'est-ce que c'est que le génie, qu'est-ce que c'est que vraiment on se rappelle toutes les réflexions de Kant sur l'artiste, aussi sur l'art, la différence entre le beau, le sublime, et les affres que vivent en général les artistes, soit parce qu'ils sont reconnus et inféodés à une puissance politique, soit parce qu'ils ne sont pas reconnus et donc ils vivent dans la marge. Je pense toujours à fameux Van Gogh qui nous est si cher ici en Provence, qui meurt dans la misère, dans la folie, alors qu'aujourd'hui c'est des millions et des millions qu'atteignent. C'est de la démesure, c'est vraiment le monde de la démesure. Et donc Trigorine répond aussi indirectement aux reproches qu'on a souvent fait à Tchekhov de se désintéresser des grands problèmes sociaux, politiques, philosophiques. Alors qu'en fait, il y a des messages politiques, sociaux dans les pièces de Tchekhov, mais c'est pas un Dostoïevski, c'est pas Tourgueniev, donc on va lui reprocher ça. Et il répond, c'est très beau ce qu'il répond, Tchekhov. Je suis citoyen aussi, j'aime ma patrie, mes compatriotes. Je sens qu'en qualité d'écrivain, j'ai le devoir de parler du peuple, de ses souffrances, de son avenir, parler de la science, des droits de l'homme. Vous voyez, il est quand même... Mais je suis dépassée, je vois que la vie et la science avancent de plus en plus et que moi, je suis de plus en plus en retard, comme un moujik qui rate le train.
Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on est dans une période d'effervescence, pré-révolutionnaire, et il y a ce sentiment d'avoir raté le train. C'est-à-dire de ne pas avoir peut-être suffisamment défendu certaines causes politiques, et que là, c'est vraiment intéressant par rapport à ce que souvent les artistes aujourd'hui s'expriment sur les sujets d'actualité, etc. Mais on se demande toujours est-ce que c'est le rôle d'un artiste de s'impliquer. Et là, on voit les affres de l'artiste qui aime son pays, voudrait parler du peuple et de ses souffrances, et qu'en même temps sent que la révolution lui a pris en fait ce terrain de militance révolutionnaire. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc Tchekhov est Trigorine. Trigorine est en partie Tchekhov, mais aussi Treplev. Alors Treplev, il est exalté, il est intransigeant, et il ne fait pas dans la demi-mesure quand il déclare, là c'est Treplev, donc le jeune, il faut des formes nouvelles. Et s'il n'y en a pas, mieux vaut rien du tout. Et il va condamner le théâtre traditionnel qui n'est que routine et préjugé. Quand le rideau se lève et que sous une lumière crépusculaire, dans une chambre à 3 murs, ces grands talents, ces prêtres de l'art sacré font voir comment les gens mangent, boivent, aiment, marchent, portent leurs complets vestons. Quand avec leurs images et leurs phrases triviales, ils essaient de prêcher une morale, une petite morale bien facile à comprendre, utile à la vie domestique. Quand à travers 1000 variations, on m'apporte la même chose, encore la même chose, toujours la même chose, alors je fuis comme Maupassant fuyait la tour Eiffel qui lui écrasait la cervelle de sa vulgarité. Très clair. Pour nous, on aime la tour Eiffel. Mais elle n'a pas fait l'unanimité. Vous voyez, la tour Eiffel qui lui écrasait la cervelle de sa vulgarité. Bon, j'avais oublié que Maupassant n'aimait pas la tour Eiffel. Donc, vous voyez, c'est ce rejet de la petite morale, petite bourgeoise, où les gens tous ces membres de l'intelligentsia aussi qui se rassemblent pour parler de banalité, pour boire beaucoup, parler, mais sans idéal, sans vouloir refaire le monde de quelque manière que ce soit. Donc voilà, on a toutes ces peintures dans la pièce de Tchekhov. Et puis on a aussi un intérêt philosophique. Alors j'en ai un petit peu parlé. On a dans la pièce pas simplement les idées de Tchekhov sur l'art, mais aussi sur la conduite à tenir dans la vie, quelle philosophie de vie en fait, il préconise. Il va déjà dénoncer l'espoir en une gloire facile, instantanée. Ça, il va le dénoncer. Cette soif de gloire, de pouvoir sur les spectateurs. Ça, c'est un peu Nina. Et aussi Arkadina, le personnage d'Arkadina. C'est-à-dire que cette gloire, finalement, elle est illusoire. Et il va dénoncer la fonction parfois compensatoire de l'art. C'est-à-dire qu'on pense réussir dans l'art parce qu'en fait, on est un peu un raté ailleurs. Et cette illusion qu'un succès peut apporter rédemption et bonheur. Là-dessus, il est sceptique. C'est vraiment un sceptique. Attention à cette soif de gloire, de pouvoir, de reconnaissance. Bon, là, c'est vis-à-vis, évidemment, des artistes, mais ça peut être élargi à toutes les classes qui sont représentées. L'émancipation de la femme, j'en ai déjà parlé, et
il y a des choses aussi assez complexes autour de ce symbole de la mouette. Bien sûr, la mouette suggère les idées d'essor, de liberté, hein, d'éveil. Mais quand Trepiev dit à Nina « J'ai eu aujourd'hui la bassesse de tuer cette mouette », c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il ne l'a pas tuée par inadvertance, qu'il l'a tuée en toute connaissance de cause. Il pourrait presque dire « J'ai fait exprès de tuer cet oiseau », et donc qui représente un peu la jeune fille à laquelle il reproche son indifférence et sa trahison. « Je la dépose à vos pieds. C'est comme cela que je vais bientôt me tuer moi-même. » Et donc on a déjà le pressentiment de ce qu'il va faire. Et donc c'est comme s'il s'identifiait lui à l'oiseau et qu'il fait porter à la jeune fille la responsabilité de son suicide, puisqu'elle l'a délaissé. Et à la fin, c'est Nina qui affirme « Je suis une mouette ». Et puis elle rectifie « Non, ce n'est pas ça. Je suis une actrice. » Donc là, on peut vraiment beaucoup s'interroger. Et comme je disais tout à l'heure, pas mal d'interprétations voient dans ce personnage de Nina vraiment l'application de ce que dit Schopenhauer. Dans le monde comme volonté et comme représentation, qui est un ouvrage pas facile, la philosophie allemande, mais où, malgré les représentations négatives que peut avoir Nina sur elle-même ou sur son environnement, elle est mue par une volonté quand même tenace de réussir ce qu'elle sent être sa vocation profonde. Ça, je trouve intéressant, puisqu'on vit tous dans un monde de représentation. C'est un filtre à travers lequel on voit tout ce qu'on voit, y compris soi-même, les autres, l'environnement, mais que ceci peut nous piéger, que ceci est en grande partie illusoire, mais qu'il y a la possibilité, et ça me semble être le message de Tchekhov, quand même, dans cette pièce, c'est que il faut dépasser l'illusion de tout ce monde de représentation dans lequel on peut vraiment se noyer, et on voit les personnages un peu se noyer dans ce qu'ils veulent leur paraître, au détriment de ce qu'ils sont, être et paraître. Et que si on veut vraiment être et pas simplement paraître, il va falloir activer cette volonté. C'est fou de voir cette jeune fille quand même s'accrocher à sa carrière théâtrale, subir voilà, toutes les humiliations qu'on peut imaginer, mais se dire je suis actrice. Voilà, je suis une mouette, je suis actrice. Et que là il y a cette volonté vraiment profondément enfouie et qu'il est dans chaque personnage. Et quelque part, Nina est le seul à le réaliser. Alors, il y a une trahison de l'amour de Trepiev, c'est pas non plus simple, mais elle va y arriver. Et ce n'est pas que de la volonté superficielle de gloire et de reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose, enfin, en tout cas je le ressens comme ça, de profond chez ce personnage, de réaliser son destin. Et il y a toutes les problématiques du destin. Est-ce que les artistes ont un destin ? Les interprètes ont-ils un destin ? Tout le monde a-t-il un destin ? Et comment réaliser ce destin au-delà des représentations subjectives et illusoires que l'on peut avoir ? Et il me semble que le message qui est donné par Tchekhov, le message philosophique, c'est ne pas simplement endurer, parce que
souvent les interprètes mettent l'accent sur le côté stoïcien de Nina. J'endure, j'assume, j'endure les difficultés. Pas simplement d'endurer, pas simplement ce côté stoïcien, mais de vivre et de ce fameux vouloir vivre, hein, de Schopenhauer, qu'on va aussi retrouver chez Nietzsche, hein, qui est quand même un disciple de Dionysos, qui est quand même le dieu du théâtre. C'est grec. Donc, vivez, faites preuve de volonté, d'endurance, certes, mais surtout, transgressez les règles. Et Dionysos est le dieu de la transgression. Bon, c'est une femme, une fille, donc là, ça prend un caractère particulier. Mais c'est ce que ne parvient pas à faire Trepliev. De transgresser, c'est-à-dire d'envoyer balader tout ce monde d'opinion, de soif de reconnaissance, d'envoyer balader sa mère. Enfin, tout ça, il reste prisonnier de tout ce système de représentation et ça le conduit au suicide. C'est une manière de dire, si vous ne faites pas ça, si vous ne transgressez pas, si vous n'allez pas au-delà, hein, de l'autre côté du lac, vous êtes condamné au suicide ou à la médiocrité. C'est-à-dire à subir. Et là, c'est un message profondément révolutionnaire, dans tous les sens du terme. Ça me semble être le message philosophique. Disons, je pense que la relation avec Schopenhauer est pertinente dans ce sens, où il y a au fond de chaque être une volonté, un vouloir vivre, et donc de ne pas se laisser enfermer, puisqu'il est très sensible, Tchekhov, à la logique de l'enfermement. Et c'est pas simplement quand on est enfermé entre quatre murs, hein, dans un goulag ou dans un camp, qu'on est enfermé. C'est pas un peu l'impératif catégorique de Kant, quelque part? Cette espèce de volonté interne, de sens... Oui, c'est le sens du devoir. Voilà, chez Kant, c'est l'impératif catégorique, c'est on fait les choses parce qu'on pense qu'on doit les faire. Mais ça vient de... Là, disons, c'est cousin. On peut dire que c'est bien cousin. Bon, bien cousin. Germain, voilà. Oui, il y a cet impératif, oui, on peut le dire comme ça, et ce sentiment, vous voyez, d'avoir un destin. C'est ça qui est aussi frappant dans Trigorine, c'est-à-dire que il passe à côté de cette idée de dire, bon voilà, j'ai un destin, je ne suis pas médiocre, sans faire preuve de mégalomanie ou d'un orgueil démesuré, mais ça, c'est une belle réflexion, parce que même si on n'est pas artiste ou auteur de pièces à succès ou pas, c'est une belle réflexion pour tout être humain. C'est-à-dire, à quelles conditions est-ce que je peux réaliser ma vocation? Vous voyez, donc il y a énormément de symboles qui attachent Nina à cette image de la mouette, et elle est la mouette. Mais est-elle plus mouette qu'actrice, ou plus actrice que mouette? Peut-être joue-t-elle le rôle de la mouette. Quand même du théâtre dans le théâtre. Vous voyez? La transgression, elle l'a fait avec quelqu'un qui son père ne l'a pas aimé, elle aime un homme plus âgé, mais elle a quand même un enfant, alors la liberté... La transgression, c'est dans le fait d'avoir été un peu trahi par Trigorine, d'avoir cet enfant, pas désiré, qui meurt d'ailleurs, qui meurt, ah oui, ça j'ai oublié de le dire. Ça rajoute un peu à l'optimisme de la pièce, au côté comédie. Ces Russes, ils sont étonnants quand même. Voilà. Et la transgression, c'est dans le fait de ne pas s'être laissé enfermer par ce statut
de jeune fille mère au banc de la société, hein, abandonnée par tous, et s'être dit, je vais continuer ma carrière d'actrice. Et là, elle a eu tous les obstacles possibles et imaginables. Et elle a persévéré. Hein, c'est ce que Spinoza aussi appelle le fait de persévérer dans l'être. Persévérer dans l'être. C'est ça le message. Donc vous voyez, on peut voir des liens avec Spinoza, avec Nietzsche, avec Schopenhauer, avec Kant. Enfin, non, il y a, bon après, avec Goethe, c'est ça? Oui. Goethe, Avec la rose. la rose, La mouette. la mouette. Oui, la rose il a saisi, elle lui a dit tu me tues, mais il a quand même été piqué, il s'en rappelle toute sa vie, enfin bon. Ouais. C'est un peu ça, ça me fait penser la mouette à la rose. À la rose de Goethe. Oui, De Goethe, voilà, on va rajouter Goethe, qui était un philosophe aussi, hein, faut pas l'oublier. Mais c'est un thème tellement humain. Oui, oui, oui. Alors, je voulais simplement vous lire un tout petit passage, on finira peut-être avec ça, pour ceux qui disent que ça leur rappelle Schopenhauer. C'est Trepliev qui, parlant du théâtre, dit « Il faut peindre la vie, non pas telle qu'elle est, ni telle qu'elle doit être, mais telle qu'elle se représente en rêve. » Vous voyez l'idée de la représentation. Tel un prisonnier jeté dans le vide d'un puits profond, j'ignore où je suis et ce qui m'attend. Une seule chose ne m'est pas cachée, c'est que dans cette lutte opiniâtre et cruelle contre le diable, source des forces matérielles, il m'est échu de vaincre. Et qu'alors la matière et l'esprit se fondront dans une harmonie grandiose et que s'accomplira le règne de la volonté universelle. Vous voyez, là, on a vraiment les deux concepts de représentation, il faut jouer comme ce qui se représente en rêve et pas telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est, mais aussi le fait d'arriver à cette, presque comme une parousie, hein, de règne de la volonté universelle. Hein. Il m'est échu de vaincre. Bon, lui, à un moment donné, va se sentir plus vaincu, hein, que vainqueur. Il va pas aller jusqu'au bout du règne de la volonté universelle. Ce que Nina, quelque part, elle réalise à sa petite mesure. Mais cette idée de volonté, alors volonté universelle, ça c'est ce qu'il y a dans Schopenhauer, c'est que ça dépasse les petites volontés, hein, ou les volontés individuelles. Il y a une sorte de nécessité, hein, éros chez les Grecs, là, pas simplement l'amour, mais la nécessité. Chez les Grecs, éros c'était la nécessité. Et voilà, donc il y a l'avènement un jour de cette volonté, de cette nécessité universelle. Donc vous voyez, c'est en conclusion simplement dire aussi que c'est un peu la description de la fragilité de tous les êtres humains qui sont tourmentés par rapport à un idéal qu'ils pensent, qu'ils se représentent disproportionnés par rapport à leurs moyens. Au 4e acte, il y a le vieux propriétaire Sorin qui propose à Trepliev le sujet d'une nouvelle intitulée « L'homme qui a voulu ». Dites, je vais écrire une nouvelle « L'homme qui a voulu ». Ce personnage disant « Autrefois, quand j'étais jeune, je voulais devenir écrivain. Je n'en suis pas devenu un. Je voulais me marier. Je ne suis pas marié. Je voulais toujours habiter la ville et me voici terminant ma vie à la campagne. » C'est ce décalage entre ce que l'on rêve, ce que se représente comme rêve, et la réalité, et la représentation, qu'on n'a pas les moyens de vivre cela. C'est une autre représentation. Et donc, on a ces personnages qui sont tourmentés
par cet abîme, hein, ce décalage entre ces deux sortes de représentations. Et c'est pour ça qu'ils se sentent impuissants, ils se sentent médiocres et peu d'estime d'eux-mêmes, comme on dit en psychologie. Et donc, il y a cette idée que, bon, oui, on vit dans un monde de représentation, mais il y a un moment, il faut aller au-delà du miroir. Mais ils veulent la peindre telle qu'elle se représente en rêve. Mhm. C'est celle-là la vraie en fait. J'ai toujours rêvé. Oui, oui. Et vous, Oui, oui. rêvez. Voilà, on ne peut pas échapper au monde de la représentation. C'est évident. Mais voilà, il y a peut-être un petit quelque chose au-delà du miroir de la représentation qui fait qu'on va briser le miroir et réaliser quelque chose au-delà de la représentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas mauvais de casser le miroir. Bon, vous allez revenir chez vous, vous avez cassé toutes les vitres, tous les miroirs. Ça va? Voilà, c'était la mouette. Merci beaucoup. Et merci.